bonjour. Bonjour. Peut-être devrais-je dire Monsieur le rabbin Jaco Grunewald, mais on ne va pas être trop formel et trop officiel et on va se parler comme on se parle en temps normal, c'est-à-dire en vous appelant Jaco, on va dire, comme vous êtes devenu célèbre au fil des ans, mais vous avez une formation de rabbin qui est incontournable dans votre carrière, dans votre vie. Alors, vous êtes rabbin, on le dit aussi. Et je dois vous avouer que j'ai beaucoup de plaisir à être ici chez vous et aussi un petit peu d'émotion parce que d'une certaine manière, vous interroger, c'est pour moi un grand plaisir parce que, en fait, d'une certaine manière, je dois vous l'avouer, on se l'est peut-être dit déjà, mais vous êtes un peu mon maître puisque vous avez embrassé la carrière de rabbin, certes, mais vous avez été avant tout journaliste, rédacteur en chef et fondateur de Tribune Juive, et avec une carrière journalistique assez exceptionnelle au sein de la communauté juive de France, avec donc ce média qui a été le média porteur de la communauté juive pendant des décennies. Et d'une certaine manière, je dois vous avouer que je me suis inspiré un peu de cette carrière, de votre brillante carrière, sans parvenir à l'atteindre, pour mener d'une certaine manière aussi mon chemin en tant que journaliste. Vous avez été la preuve pour moi qu'il était possible de concilier à la fois le métier de journaliste, et un respect scrupuleux des mitzvot. Alors, ça c'est pour la présentation et des sentiments personnels, mais alors je voudrais qu'ensemble, au cours de cette prochaine heure, de cet entretien que nous allons avoir, je voudrais que l'on revienne sur les principales étapes de votre vie, les principaux carrefours de votre vie. Et je voudrais que l'on commence par la première période, à savoir la période qui a été marquante au début de votre jeunesse, la Shoah. Vous avez 11 ans lorsque la guerre se termine, vous avez vécu la Shoah. D'abord, vous êtes né à Strasbourg, et comment vous avez vécu cette période ? Bon, d'abord, je vous rends la politesse. Je suis très content de vous rencontrer. On se connaît depuis très longtemps. Oui. Vous avez écrit dans Tribune Juive, vous avez écrit ensuite même dans ce journal qu'on avait sorti pendant les vacances ici. En Israël. Tribune Juive tous les jours. Voilà, c'était tous les jours. Oui, voilà, alors, il y a plusieurs périodes comme ça. Bon, alors, effectivement, j'ai 11 ans, j'avais 11 ans, c'est possible, oui. Nous avons été évacués de Strasbourg comme tous les Alsaciens, pas seulement les Juifs, tous les Alsaciens. Les Juifs ont été regroupés à Limoges et à Périgueux. Donc moi, mon premier déplacement, c'est Limoges. On est arrivé à Limoges en hiver, à l'époque de Hanouka, les pommes de terre étaient gelées, ça je m'en souviens très bien. Voilà. Mais on a commencé à manger des châtaignes. Voilà. Ensuite, pendant la guerre, lorsque la situation est devenue trop difficile, nos parents, puisque je suis parti avec mon frère aîné, en Suisse. Enfin, je suis parti, vous soupçonnez dans quelles conditions, n'est-ce pas, grâce à ces jeunes personnes dévouées qui risquaient leur vie et qui souvent l'ont perdu, n'est-ce pas, pour nous amener. Bon, mon frère, le malheur a voulu qu'il meure pendant que nous étions à Bâle. Oui, il avait une leucémie. Oui, je suis donc revenu seul à Limoges. Oui. Pendant la guerre ? Juste après la guerre. Mais toute la France n'était pas encore libérée. Limoges était libérée, je sais très bien qu'à Shabbat, nous sommes revenus en train. La Croix-Rouge nous a évacués. Dans le train, qui c'est que je retrouve? Celui qui m'a dit que j'étais mon meilleur ami, moi je ne l'ai pas reconnu à ce moment-là, c'était Josie Eisenberg, qui lui aussi était en Suisse, j'espère qu'il avait fui, voilà. Alors ça c'est la Shoah. Vous étiez issu d'une famille ashkénaze pure alsacienne ? Et oui, d'origine allemande.
Et mon père, bon, il y avait des histoires entre l'Alsace et Lorraine, n'est-ce pas? On connaît bien cette histoire-là. N'est-ce pas? Mon père a encore fait son service militaire à la fin de 18 dans l'armée allemande. Et puis il a épousé une personne, je ne sais pas si vous voyez le tableau là, n'est-ce pas? Jeune fille. C'était ma maman quand elle était petite. Nous avons continué à Limoges parce que ma maman n'a jamais voulu retourner en Alsace. Nous sommes quand même retournés parce que une occasion s'était offerte de diriger un petit hospice de vieillards, n'est-ce pas, à Hegenheim. Et il se trouve que Hegenheim est à la frontière de Bâle. Et à cette frontière, je ne sais pas ceux qui connaissent Bâle, il y a des cimetières israélites. Un grand cimetière dans la rue Herzl d'ailleurs, il porte le nom Herzl. Ouais. Et mon frère est enterré là-bas. Alors, ce qui a fait que mes parents ont quitté Limoges et ont pris la direction de cette petite maison de Hegenheim. Là, ça s'appelait l'asile israélite. Alors, vous poursuivez, vous reprenez une forme de scolarité après la Shoah? Oui, absolument. J'ai fait mes études à Limoges après la Shoah. Et puis, si on veut aller un peu vite, n'est-ce pas? Bon, à Limoges, qu'est-ce que je fais? J'écris un slip du Mea Kiva. Je veux dire, c'était le début de mes activités communautaires. Un jour, dans le local qui servait de synagogue en semaine, eh bien, il y avait une affiche. Inscrivez-vous au séminaire, le judaïsme de France a besoin de vous. Vous voyez, une simple affiche comme ça, et puis je me suis dit, bon, pourquoi pas. Alors je me suis inscrit au séminaire. Au séminaire israélite de France. Israélite de France, de la rue Vauquelin à Paris. Alors vous arrivez au séminaire rabbinique, et c'est à l'époque le grand rabbin Chili qui est le directeur du séminaire rabbinique? De l'époque du grand rabbin Chili, mes maîtres étaient les rabbins Guggenheim, Ernest Guggenheim, n'est-ce pas, le père du grand rabbin du grand rabbin de Paris actuellement, et le grand rabbin Toati. Hein. Et je suis très fier dans un cours de Bible que je donne ici tous les 15 jours, d'avoir parmi mes élèves ou mes auditeurs le fils de celui qui m'a initié à la Bible, qui était le grand rabbin Toati. Ça veut dire que c'était pas obligatoirement votre vocation d'être rabbin? Ça s'est fait presque un peu sur un coup de tête? Non, c'était pas un coup de tête. C'était, je pense, le devoir vous appelle. Voilà. Une prise de conscience après la Shoah de venir... Ah oui, absolument, absolument. Je me suis dit, bon, le judaïsme est devenu ce qu'il était. Bon, eh bien, on a besoin. Bon, c'était l'enthousiasme de la jeunesse. Est-ce que je réagis de la même façon aujourd'hui, à mon âge? Je ne sais pas. Alors, dans ce cadre du séminaire rabbinique, vous vous liez d'amitié? Qui sont vos amis les plus proches? Oui, bon, il y avait quand même Josie que je retrouvais. Parce que vous connaissiez très bien Josie Eisenberg de Strasbourg. De Strasbourg. Voilà. On jouait ensemble. Ensuite, on jouait ensemble à Limoges. Hein. On avait une vieille bicyclette, on descendait les rues avec. Bon, enfin, ça, c'est le passé. Et puis, j'ai retrouvé, donc, comme amitié nouvelle, j'avais Jérôme Cahen et puis Saül Naouri. Le grand rabbin Saül Naouri, le fils de Rabbi Rachamim Naouri. Nous étions vraiment, je crois, unis. J'étais très heureux, j'étais très ignorant quand je suis arrivé au séminaire. Je n'avais pas profité des écoles juives qui existaient. Donc mon père m'avait donné certains enseignements. J'étais peut-être aussi un peu dissipé, je ne sais pas dans quelle mesure. J'étais toujours très heureux de devoir m'asseoir devant un livre et un cours. Mais j'étais très heureux au séminaire, j'ai appris beaucoup de choses et voilà. Vous terminez le séminaire rabbinique vers la fin des années 50. Quelles sont les options qui s'ouvrent à vous? Alors, je termine, d'abord j'ai fait une année de Montreux, de la Yeshiva de Montreux, pendant mes études, donc c'est le séminaire qui m'a envoyé à Montreux, et à Montreux j'étais très heureux aussi. À rencontrer Moshe Botchko. Je faisais la navette au séminaire avec la communauté de Reims. Je dirigeais le Talmud Torah donc à Reims,
un jour par semaine, et puis Reims et Rethel d'ailleurs, hein, qui est à côté. Et ensuite, bon, il y avait l'appel du service militaire. Alors, je suis allé, ben, voilà, j'étais envoyé en Algérie, comme tout le monde. Au moment de la guerre d'Algérie, on est fin des années 50, début des années 60 ou... Et là, je fais connaissance d'abord avec une personne que je suis resté très attaché, qui était mon patron, hein, qui était le grand rabbin, qui était le rabbin Choukroun, Albert Choukroun. La famille Choukroun m'a magnifiquement reçu. Vous étiez aumônier, donc aumônier de l'armée française? Oui, oui, absolument, du corps armé d'Alger. Combien de temps en Algérie? J'étais 27 mois. Grâce à moi, tout le contingent a été libéré un jour plus tôt, parce que j'ai dit, ça va être Rosh Hashanah, ne retenez pas les Juifs à Rosh Hashanah à Alger encore, et enfin en Algérie encore. Et à ce moment-là, tout le contingent était libéré. À la fin de la guerre d'Algérie, vous retournez en France ou avant même? Je m'étais engagé à la suite d'une lettre qu'il me l'avait proposée comme aumônier de la jeunesse à Strasbourg. Voilà, j'ai donc fait 1 ou 2 années d'aumônerie de la jeunesse. Sous l'autorité du grand rabbin Deutsch? Oui, absolument. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé de quitter l'aumônerie. Est-ce que j'allais me diriger vers un rabbinat classique? Il faut se souvenir quel était l'état de la communauté française à ce moment-là. C'était le désert. L'Alsace, c'est exceptionnel, parce que les rabbins d'Alsace étaient payés, bon, c'est des départements, les concordataires. Et bon, il y avait dans toute l'Alsace, c'était quelque chose, il y avait un judaïsme qui était regroupé en Alsace dans toute une région, Alsace-Lorraine, etc. Et ce n'est pas des communautés isolées, c'était dans ce sens. Ces départements concordaires répondaient à une réalité. Voilà. Et mon oncle avait créé en décembre 1945 le premier journal juif, avait repris le premier juif pour l'Alsace et la Lorraine. Mais c'était un journal indépendant, puisque mon oncle, Neftali Grunewald, s'est engagé là-dedans. Le rédacteur en chef était le grand rabbin Deutsch. Voilà. Et à un moment donné, mon oncle a voulu prendre sa retraite. Alors s'est posé pour moi la question, journal ou communauté. Mais j'ai considéré qu'en tant que rabbin, je devais prendre la direction de ce journal, parce que je me suis dit, si un journal arrive le vendredi soir, alors que les synagogues sont désertes, et qu'il arrive à la maison, qu'il y a les commentaires, et bon, alors peu à peu, n'est-ce pas, ce journal, en raison des événements, bon, à Israël, etc., je ne vous fais pas bon, est devenu un journal qui, par moments, ne réfléchissait pas le fait que c'était un rabbin qui les dirigeait, mais que c'était quelqu'un qui est devenu, ce faisant, journaliste. Voilà. Il y avait chez vous un zeste de désir d'être journaliste à un certain moment, ou c'est devenu comme ça par la force des choses? Je pense que c'est venu par la force des choses. Maintenant, je pense que n'importe quel rabbin, dans une certaine mesure, a une fibre de journaliste. Je veux dire, le rabbin qui s'adresse à la communauté, qui parle à sa communauté. N'est-ce pas? Et finalement, c'est la même chose pour le journaliste. Le journaliste est heureux de pouvoir parler à des gens. C'est pour ça que vous avez tout de suite de jeunes gens très enthousiastes qui veulent devenir journalistes et qui sont persuadés qu'ils vont changer le monde. Hein? Ben c'est comme ça, vous avez dû avoir exactement les mêmes sentiments. Alors à ce moment-là, vous avez ce sentiment de pouvoir, à travers un média, ce que l'on appelle aujourd'hui un média, à travers un journal, faire passer des messages? Absolument. Alors, le journal est resté bimensuel au début. J'aurais été plus tard, je restais bimensuel d'ailleurs, mais enfin on est devenu hebdomadaire en 68, je crois. Au début c'était bulletin de nos communautés, j'ai gardé le nom bulletin de nos communautés. Et puis à un moment donné, j'ai fait des suppléments régionaux. Et j'ai carrément écrit
organe du judaïsme européen d'expression française. Alors, j'ai vu que personne ne protestait. Voilà, ben, j'étais très heureux, j'avais donc un organe européen. Et puis ensuite, on a transformé en Tribune juive TJ pour devenir hebdomadaire. Mais nous sommes toujours restés indépendants, n'est-ce pas? Et pour moi, c'était une ligne de conduite absolue. Alors, en quelle année ce journal, qui était au départ donc régional, est devenu national, et quand il a pris le nom de Tribune juive? 68. Alors, c'était un journal régional, vous avez raison, puisque c'était bulletin de communauté d'Alsace et de Lorraine. Mais ce n'était pas un journal uniquement régional. Et lorsqu'il devient Tribune juive, ça devient aussi un journal national. Voilà. Quel était, vous parliez de message tout à l'heure, quel était le message qui était important pour vous de faire passer à travers vos éditoriaux, les articles, les dossiers? Il y avait, je pense, une ligne directrice qui était l'éthique, la morale. Lorsque je faisais des commentaires sous un pseudonyme sur la paracha, sous le nom d'Alexégète, n'est-ce pas? C'est un jeu de mots. Bon. Mais je me suis toujours attaché à essayer de trouver le côté moral. Et ce côté moral se confondait à ce moment-là avec la gauche. Elle se confondait avec la gauche parce que nous étions encore... Il faut se souvenir du petit Percombe, il faut se souvenir de l'affaire Dreyfus. Nous étions encore dans cette ambiance-là. L'ordre ne devait pas tellement régner. On n'aimait pas tellement l'ordre. On aimait plus le désordre. Parce qu'on savait que du côté du désordre, les Juifs ont été dans une certaine mesure réhabilités. Réhabilités, je veux dire, par rapport à l'antisémitisme qui existait. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Mais bon, ça c'était la ligne directrice. Je pense que je n'en ai jamais eu d'autre. Et c'est lorsque je me suis aperçu que je ne pouvais pas rester dans cette ligne, n'est-ce pas? Et que de toute manière, les problèmes financiers concordaient avec cette impossibilité, et que j'ai laissé le journal à d'autres. Alors oui, on va revenir sur la passation de pouvoir, on va dire à ce niveau-là, mais je voudrais revenir sur ce que vous nous dites. Vous dites que quelque part, il y avait une possibilité de conflit entre l'esprit qu'il y avait en général dans la communauté et le message que vous vouliez faire passer. Prenons le cas où j'ai eu des réactions très vives, mais des deux côtés. Le côté sympathique était minoritaire, je le reconnais. Bon, c'était entre Rosh Hashanah et Kippour, lorsqu'il y a eu Sabra et Shatila. Oui, le fameux Kaddish pour un massacre. Oui, j'avais écrit Kaddish pour un massacre et j'ai eu tort, je pense, de le faire sur une page noire. Et cette page noire, entre Rosh Hashanah et Kippour, pour certains, n'est-ce pas, c'était un signe de malheur. Mais je me souviens que Edwin Ethan, qui était journaliste principal chez nous, avait rencontré Yudkowsky, qui était le rédacteur. Il était, lui, le correspondant de Yediot Aharonot en France. Et le directeur de la rédaction, c'était Yudkowsky, c'était un monsieur très, très respecté. Et je sais que quelqu'un s'est plaint auprès de lui, en disant, mais vous vous rendez compte ce qu'il a fait? Il a fait une page noire. Et Yudkowsky lui a répondu, vous vouliez qu'il fasse une page rose? N'est-ce pas? Bon, alors il y avait cette page, n'est-ce pas? Mais il y avait aussi un éditorial sur 2 pages. Et dans cet éditorial, j'expliquais. Je disais qu'à l'aune des nations, ce qui s'est passé, eh bien, est totalement indifférent quand on voit ce que les nations ont fait. Mais nous, en tant que juifs, etc., etc. Il y a une chose que j'ai apprise aussi. Après l'apparition de ce jour, après sa parution de Massacre pour un massacre, il y a eu une réunion à la communauté, réunion du FSU, appel unifié, etc. Et alors on m'a interrogé, j'ai répondu, j'ai dit voilà. Et comme on m'a un peu énervé, j'ai dit ce que je ne savais pas, c'est que c'était Sharon qui avait fait entrer les phalanges. Alors dans la salle, on dit c'est faux, c'est faux. Et j'ai dit non, c'est pas faux. Il y avait la commission qui s'appelle la commission Kahana, c'est ça, qui ce matin donnait des informations qu'il a dit. Et à ce moment-là,
il y a un monsieur qui s'est levé, un monsieur très respectable, donateur à l'appel unifié, qui est un monsieur sans reproche, et qui m'a dit, écoutez, vous êtes journaliste, vous devez le savoir, mais nous, on ne veut pas le savoir. Et ça a été une grande leçon pour moi. Je ne dis pas que j'ai suivi cette leçon, mais j'ai compris. Les gens, souvent, ne veulent pas savoir. Alors, quelquefois, ils ne lisent pas pour eux, afin justement de ne pas savoir. Et lorsqu'il y a quelque chose qui leur déplaît quand ils lisent, eh bien, ils ne veulent pas savoir. Alors, ça veut dire qu'à partir du moment où on approche là des années 90, où vous sentez qu'il y a la tension grandit entre, on va dire, le cœur vif de la communauté, qui est plus, Là, on va dire... Bon, là, il y a cette évolution qui va vers la droite. Oui. Hein? Quand je dis vers la droite, ce n'est pas la droite politique, n'est-ce pas? Je parle de la droite. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi on appelle ça la droite. Vous savez, lorsque ici, je me souviens qu'un jour, dans la communauté que je fréquentais, je donnais un cours, je me suis aperçu que personne en Israël ne sait ce que c'est que la gauche. C'est uniquement par rapport au système israélien qu'il y a gauche et droite. Hein, que les Smolanim sont descendus par Bibi. Hein? Voilà. Mais savoir que la gauche était assise à gauche à l'Assemblée constituante, ça personne ne l'a su. Alors ici, il y a cette notion de gauche-droite, eh bien, cette évolution-là israélienne, n'est-ce pas, où les choses sont devenues plus carrées, plus radicales. On a oublié les nuances. Ça s'est reflété dans la communauté ? Et puis, il faut savoir, n'est-ce pas, qu'à peu près tous les dirigeants ont eu le point de vue du Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, avec tous ces ambassadeurs qui étaient dans les pays arabes, normalement étaient d'une demi-anti-israélien. Il y a eu les périodes heureuses, glorieuses d'Israël, etc. Hein? Bon. Mais le Quai d'Orsay a toujours été pro-arabe. Et reste pro-arabe, c'est normal. Tous ces gens-là sont magnifiquement reçus dans les pays arabes. Et puis, il y a l'exotisme, etc. Tandis que là, il y a ces colons juifs qui sont venus s'installer dans leur... Moi, je dis leur pays, mais ils disent pas de leur pays. Bon, c'est comme ça. Alors, donc, lorsque je pouvais défendre Israël, parce qu'Israël ne pouvait pas être attaqué, dans les grandes lignes. Alors à ce moment-là, la communauté me suivait entièrement et elle avait besoin de moi. Parce que je donnais un éclairage, parce que j'expliquais. On n'avait pas tous ces systèmes qui nous sont devenus familiers aujourd'hui. C'est totalement différent. Tribune Juive, dans ces années-là, on va dire les années 70, 80, peut-être même début des années 90, c'était l'organe de presse de référence de la communauté. Absolument. À tel point que vous avez été, on va dire, presque l'initiateur de ce qui est devenu par la suite le dîner du CRIF. Bon, ben ça c'est un peu accidentel. Je veux dire, nous avions invité le Premier ministre Mauroy, dont je viens de parler, hein, pour le numéro 800 de Tribune Juive, à célébrer Hanouka avec nous. Et on avait un grand dîner avec Mauroy qui a célébré les Maccabées. Il a célébré les Maccabées, la gauche qui se confondait avec... Bon, etc., etc. Et j'avais avec moi Jean-Michel Rosenfeld qui travaillait au bureau de Mauroy. Je ne sais pas si c'était le chef de cabinet ou non, Thierry Pfister. Thierry Pfister qui était un ancien du Monde et avec lequel je suis resté très ami. On a fait ce repas avec... on a invité tous les gens qui voulaient, pas tous les gens, mais les gens qui partaient. On a invité des gens de la communauté, on avait des hommes politiques, tous étaient présents à ces dîners. Et alors Théo Klein, qui à cette époque-là était président du CRIF, a repris, n'est-ce pas, l'idée. D'un dîner avec un Premier ministre. Voilà. Vous quittez Tribune Juive, vous vendez Tribune Juive au début des années 90. Je veux revenir peut-être avec vous sur un point, parce que peut-être que tout le monde n'en est pas conscient. Tenir financièrement un journal dans la communauté juive, c'est
on va dire, c'est obligatoirement perdre de l'argent? Ça dépend quel journal. Aussi bien l'orientation du journal que l'épaisseur du journal, que les collaborateurs. Je ne veux pas rejeter la faute sur les autres. Parce que c'est de ma faute aussi. Je n'ai jamais eu le cœur à être intendant. C'est comme ça, j'étais pris par l'écriture. Mais à un moment donné, c'est devenu très difficile lorsque, en plus, n'est-ce pas, je sentais que dans la communauté, eh bien, j'étais moins suivi parce que je pouvais poser des questions. Qui embarrassait. Je pouvais poser des questions sur la politique israélienne. Vous vendez au début des années 90 Tribune Juive et... Ne faisons pas d'illusions, je n'ai pas vendu Tribune Juive. J'ai dû arrêter Tribune Juive, mais j'ai veillé, et ça c'était j'ai veillé à ce que les abonnements continuent. Les abonnements avaient été payés. J'ai tenu absolument à ce qu'ils continuent. Et j'ai mis dans Tribune Juive. Disons les choses comme elles sont. J'ai mis tous mes biens. Et puis j'ai arrêté. Voilà. Alors on arrive à la troisième partie de notre entretien. Votre alia en Israël, oui. Au début des années 90. Ça faisait longtemps que je voulais venir en Israël. Parce que justement le journal était devenu une charge. Bon, alors, dans les premiers temps, j'ai continué à écrire dans le journal. Je pense que c'était 1 ou 2 ans, jusqu'à ce que les gens qui, eux, ont repris le journal et qui avaient beaucoup d'argent d'ailleurs, voilà, eux, ont alors tout vu que ça n'allait pas. Alors, il y a eu plusieurs évolutions comme ça du journal. Et ça a été repris par 2, 3, 4, 5 personnes et puis arrêté. Ici, j'ai eu la chance en même temps de tomber au moment de la sortie du Talmud Steinsaltz en français. Alors j'ai retrouvé là-bas Jean-Jacques Guggenheim, que je connaissais quand il était enfant au séminaire, donc le fils du grand Ernest Guggenheim. J'ai travaillé au début également dans ce travail. J'ai eu la chance de pouvoir écrire des livres. Voilà, c'était tout à fait autre chose. Alors c'était des livres très divers. Voilà, aussi bien un livre sur des polars qu'un livre sur Jérusalem, et puis un livre qui d'un certain point de vue, a fait date aussi, qui était Shalom Jésus, lettre d'un rabbin d'aujourd'hui au rabbi de Nazareth, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Alors, l'écriture, avec le recul du temps, c'est une passion pour vous? Oui, j'aime écrire. Alors, je le fais aujourd'hui par des billets sur Facebook, mais qui ne sont absolument pas réguliers. Je l'ai fait en sortant des tiroirs et en retravaillant, parce que je voulais quand même le sortir. C'était un sourire en même temps qu'un message. Récemment, j'ai sorti donc un livre qui s'appelle Ne tirez pas sur le dentiste. Alors, c'est un livre qui associe le polar avec l'humour, mais qui a une ligne directrice et mais ça c'est assez difficile à dire. Vous ne pouvez pas faire une publicité en disant je fais un polar, mais il y a là-dessous une idée qui est le respect de l'enveloppe charnelle. Et c'est ça pourtant qui guide et qui est le leitmotiv du livre du début à la fin. Ce sont des livres en général qui sont bien imprégnés d'humour. Hein. Vous êtes féru d'humour, vous aimez plaisanter, vous aimez écrire de manière humoristique. Avoir le sens de l'humour, ou s'efforcer d'avoir le sens de l'humour. Ne pas toujours prendre les choses au tragique. Et même dans le tragique, de voir une étincelle qui permette de sourire est une grande faveur. Et ceux qui ne font pas cet effort, dans une certaine mesure, je les plains. Bon, là aujourd'hui, je travaille depuis 6 ans sur le rire du Talmud. Il y a tellement d'humour dans le Talmud? Oui. Parce que je connais une parole d'un rabbin, du président de l'université de Yeshiva University qui disait
Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam, c'est la preuve qu'il y a de l'humour dans le Talmud. C'est pas qu'il y a de l'humour dans le Talmud. Oui, il disait qu'il y a de l'humour dans le Talmud. N'est-ce pas, c'était Lieberman, le chercheur Lieberman, pas le ministre, hein, Shaul Lieberman, qui a rapporté ça. C'était une attaque contre les dissensions communautaires ici. Je parle des grandes dissensions entre libéraux, conservatifs, orthodoxie. Il disait, voilà, les rabbins, ils offrent, ils multiplient, ils agrandissent la paix dans le monde. C'était une critique contre la situation aujourd'hui, mais comme cette phrase était dans le Talmud, qu'elle termine d'ailleurs plusieurs traités du Talmud, eh bien, il a dit, voilà, ça... Mais c'était une plaisanterie par rapport à la situation actuelle. Je pense que les rabbins du Talmud, ou beaucoup de rabbins du Talmud, ont été habités par l'humour. Et lorsque vous prenez le Midrash, vous avez des auteurs qui ont très souvent souligné l'humour du Midrash, aussi bien Manitou que Jean-Georges Kahn, etc., que d'autres. Mais sur le Talmud même, je crois que le Talmud, sur de très nombreuses pages, est imprimé par l'humour. Voilà, je pense que l'humour juif n'est pas l'humour du Talmud, mais que l'humour juif a repris des pages du Talmud et qu'il a fait des pastiches. Du haut de votre expérience, de votre vie, de votre carrière, de vos 92 ans, quel regard vous portez aujourd'hui, Jacob, sur l'État d'Israël? Est-ce qu'il répond aux attentes que vous pouviez avoir dans votre jeunesse, au moment où vous avez, par exemple, créé Tribune Juive? Comment vous dire, j'espère que la période actuelle qui va sur sa fin, puisque les élections sont prévues cette année. J'espère que cette période pourra être mise entre parenthèses, parce que je suis totalement opposé à la réforme judiciaire. Je suis opposé à la manière de gouverner de Bibi Netanyahu. Je pense qu'on a régressé. Je pense que les libertés naturelles sont réduites et que l'équipe au pouvoir veut les réduire davantage encore jusqu'aux prochaines élections. Je pense qu'on a pris des ministres totalement irresponsables, uniquement pour des considérations personnelles et de coalition gouvernementale, et qu'on ne tient pas compte du fait qu'en Israël, presque un quart de la population est constituée par des citoyens arabes. Le 7 octobre, ça représente quoi pour vous? Le 7 octobre représente pour moi ce qu'elle a représenté pour tout le monde. Ce que je ne m'étais pas suffisamment rendu compte ici. Bon, il faut savoir aussi que je suis moins l'actualité. Bon, je suis abonné à Yediot Aharonot et à Haaretz. Il y a eu une dissonance sur deux plans, hein, entre la presse en France, entre les médias en France et les médias ici. Et la première dissonance, c'est que nous ne nous sommes pas rendus compte ici que l'antisémitisme a commencé, que l'antisémitisme dans sa façon la plus à la fois sotte et méprisable a commencé le 8 octobre. Ça, on ne s'en est pas rendu compte ici. En tout cas, ça n'a pas été réfléchi dans les journaux. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas voulu voir ici ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, nous, on ne veut pas savoir. Les médias ont eu peur de perdre leur rating, la télévision notamment, en montant par la suite ce qui se passait à Gaza. Alors qu'en France et partout ailleurs, ce n'est pas Israël qui intéressait les gens, c'était Gaza. Mais je voudrais peut-être vous poser la question, peut-être pas sans obligatoirement se référer à des tendances politiques, mais plutôt à des tendances, on va dire, des tendances à la fois les valeurs, mais à la fois aussi, on va dire, des tendances idéologiques. C'est-à-dire que, est-ce que par exemple,
Qu'est-ce que vous dites, Jaco, de cette tendance qui est, on va dire, presque récurrente et en tout cas progressive, d'un retour vers une identité juive qui se démarque de l'identité israélienne des pères fondateurs, c'est-à-dire et un retour qui est souvent provoqué par les ennemis d'Israël, par les pays arabes, par les organisations terroristes, par ceux qui ont attaqué au fil des ans l'État d'Israël. L'État d'Israël d'aujourd'hui, vous comprenez qu'il ne pourra pas être le même que celui auquel ont rêvé les pères fondateurs dans les années au moment de la création de l'État d'Israël? Vous avez un regain formidable de connaissances juives. Lorsque vous regardez le nombre d'écrits, lorsque vous regardez ce que la télévision peut vous donner, et pas la télévision, l'ordinateur peut vous donner. Google Israël, vous avez 2 Google en Israël. Vous avez un premier Google, et vous en avez un deuxième qui est spécialisé dans les affaires juives. Avant l'intelligence artificielle, hein, et avant de faire une daracha, hein, je regardais Google. Hein, je n'ai pas besoin d'accepter tout. Hein, mais je pense aux livres. Ils sont tellement nombreux qu'aujourd'hui, on ne peut pas suivre. Les travaux universitaires sont magnifiques. Et si je parlais d'une période de Wissenschaft, c'était la science juive, qui a été tellement démolie, n'est-ce pas, par l'orthodoxie juive, à juste raison pour certains aspects. Mais aujourd'hui, cette Wissenschaft, cette connaissance, c'est une connaissance solide, c'est merveilleux. Mais d'un autre côté, vous avez le côté haredi. Vous avez le côté haredi qui est totalement inadmissible sur tous les plans. Je dis bien sur tous les plans. Parce que même dans les yeshivot, qu'est-ce qu'un élève de yeshiva qui a appris pendant 12 ans, en quoi cela lui apporte-t-il les moyens de mieux connaître le monde, de mieux connaître Israël? Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Et cette espèce d'obsession, scandale, de dire que c'est l'étude dans les yeshivot qui influe sur le bon Dieu pour que le bon Dieu nous donne ici la paix. Nous sommes dans le canal de la superstition. Le progrès du judaïsme religieux, je pense qu'il est terni par cette superstition qui interdit aux gens de réfléchir de façon rationnelle autant qu'il est possible de réfléchir de façon rationnelle. Je ne dis pas qu'il faut réfléchir toujours de façon rationnelle. Mais par exemple, vous nous disiez au début de votre carrière, lorsque vous étiez jeune, vous avez créé une succursale du Bnei Akiva à Limoges. La tendance aujourd'hui du sionisme religieux, elle vous impressionne ou elle vous inquiète? Mais quel est le rapport avec le Bnei Akiva? Le Bnei Akiva, c'est parce que c'est le mouvement sioniste religieux de référence. Mais aujourd'hui, par exemple, cette tendance... Il y a les problèmes de la Judée-Samarie. Oui. Bon, si vous voulez, j'ai jamais été quelqu'un qui radicalement a été d'extrême gauche, n'est-ce pas, contre le peuplement Judée-Samarie. Non plus quelqu'un qui dit, voilà, on va s'installer à Gaza. Je suis entre les deux. Oui. Je ne satisfais que les personnes qui sont entre les deux. Mais entre les deux, c'est un éventail qui est très large. Oui, mais par exemple, cette tendance dans le monde sioniste religieux aujourd'hui que l'on a pu voir, par exemple, ces dernières années, ces mobilisations dans l'armée, ces jeunes qui vont dans les unités combattantes, qui gravissent les échelons dans la hiérarchie militaire, qui sont presque omniprésents dans la société israélienne, c'est pour vous une forme, c'est quelque chose qui vous impressionne ou c'est au contraire le messianisme vous inquiète? C'est quelque chose qui est magnifique. Mais je considère que ce n'est pas le gouvernement, la majorité politique actuelle qui est responsable
de la beauté de ce développement. Je dirais au contraire qu'elle l'a poignardé et qu'elle continue à la poignarder, à la fois par la réforme judiciaire, à la fois par le comportement scandaleux du ministre, pas de tous, mais quand vous vous rendez compte du mal qu'a fait un homme comme Smotrich et Ben-Gvir lorsqu'il déclarait « Pas un grain de blé n'entrera à Gaza, pas une bouteille d'eau n'entrera à Gaza ». Ça a coûté quoi à Bibi? Ça a coûté à Bibi le fait qu'il ne puisse plus voyager aujourd'hui puisqu'il ne peut pas aller à Davos aujourd'hui. Nous entendons le jour où il y a cette réunion à Davos. Pourquoi? Parce qu'il a été condamné par la Haute Cour de justice, je ne sais plus comment elle s'appelle, internationale. Et c'est à tort qu'il a été condamné. Je dis qu'il a été totalement condamné à tort, mais il paye aujourd'hui, en ce qui le concerne personnellement, son comportement général. Mais par exemple, je parlais du sionisme religieux, mais par exemple, je pensais même de la société israélienne du 8 octobre. Pas celle qui était sous le choc du 7 octobre, mais celle qui s'est ressaisie, celle que l'on a vu se mobiliser, pas seulement les centaines de milliers de réservistes, mais on va dire tous ces Israéliens qui sont allés au-devant de l'autre pour essayer de préparer des repas pour de multiples initiatives. Je pense qu'elle a toujours été comme ça. Je pense qu'elle a toujours été comme ça. Chaque fois qu'il y a eu une guerre, il y a eu un sursaut de solidarité. Je pense que l'Israélien ne vous dit pas nécessairement bonjour tous les matins, et puis il vous bouscule dans la rue sans dire pardon, mais il est toujours à vos côtés. Si vous savez, bon, l'âge malgré tout fait son effet, alors je m'assois sur un banc, et quelqu'un passe, il dit « Ça va ? Vous avez besoin de quelque chose ?» Et donc, nous avons des exceptions, bien sûr. Mais de façon générale, les gens qui sont partis au combat, ils sont toujours partis au combat. Alors, les kibbutzim, en tant que kibbutzim, ont été remplacés, mais les kibbutzim eux-mêmes se dégradent. Je veux dire, il y a de moins en moins de kibbutzim qui ont gardé l'esprit du kibbutz. Dans ces kibbutzim, ils continuent à être à l'avant-garde des combats, est venu s'associer à cela, mais depuis des années déjà. Et tous ceux qu'on appelait les jeunes à kippa. Donc moi, je ne sens pas tellement un changement du 8 octobre. Parce que j'ai l'impression, peut-être à tort, qu'Israël a toujours été comme ça. Si on devait vous demander quelles sont les aspirations que vous formulez, vous, pour l'État d'Israël, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait que l'État d'Israël... qu'est-ce que vous espérez de l'État d'Israël aujourd'hui? Le Tanakh, la Bible, a tout un programme pour l'État d'Israël. Or la Goyim, lumière des nations. Mais ça a commencé quand? Ça a commencé lorsque Abraham est intervenu pour Sodome et Gomorrhe et qu'il a dit, avec cette chutzpah qui caractérise les Juifs et qui doivent les caractériser. Le maître de la justice ne ferait pas la justice. Tu vas détruire toute la population de Sodome, et nous savons très bien. Et si vous regardez les textes exactement, vous voyez que c'est ça la ligne directrice qui est dans la Bible, avec là aussi des parenthèses. Avec la Torah, dans la Torah, il y a des parenthèses que nous ne comprenons pas souvent, notamment parce que nous ne comprenons pas quel était l'état de la société il y a 3000 ans. Qu'est-ce que ça voulait dire un combat? Quelle devait être la suite des combats? Comment devait se comporter Israël pour entrer, pour prendre possession du pays de Canaan? Et tout ça, ce sont des problèmes extrêmement centraux, mais qui en même temps, d'un point de vue théologique, posent des problèmes. Mais nous n'avons pas les réponses. C'est pour ça que je les mets entre parenthèses, parce que nous n'avons pas les réponses.
mais pas parce que nécessairement, je dis, qu'il y a eu ici une divergence fondamentale. Est-ce qu'il y a encore, Jaco, aujourd'hui, quelque chose que vous auriez aimé faire et que vous n'avez pas fait? Écoutez, je pense que je me suis laissé distraire et que si je devais me revoir, eh bien, mes travaux d'écriture porteraient davantage sur le Talmud, sur l'environnement talmudique. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de l'étude du Talmud, pas de tout le Talmud. Vous avez beaucoup de pages qui sont très embêtantes. Hein? Et en ce qui me concerne, je fais le Daf Yomi, la page quotidienne du Talmud. Mais actuellement, nous en sommes aux sacrifices végétaux, sacrifices végétaux. Après, on va parler des sacrifices, des autres sacrifices classiques. Et ça ne m'intéresse pas. Alors, bon, je sais très bien qu'il y a à l'intérieur, il y a le raisonnement qui est intéressant. Mais vous avez tant de pages, Midrash et Talmud, qui méritent d'être développées et à partir desquels on peut écrire. Bon, ça, je sais que une fois que j'aurai fini mes rires du Talmud, ça s'arrêtera. Alors, un mot, quand vous regardez en arrière, vous voyez vos enfants, vos petits-enfants, il y a une forme de satisfaction, peut-être même vos arrière-petits-enfants, je ne sais pas. Écoutez, quand j'avais mes difficultés financières, je suis entré dans une banque, demandé un crédit. Ils m'ont dit, quelles sont vos richesses? J'ai dit, écoutez, ce sont mes enfants. Ils n'ont pas voulu les accepter. Mais vous en êtes quand même fier. Mais oui, ce sont mes richesses. Mes richesses, mon épouse, ce sont mes enfants, les arrière-petits-enfants. Voilà. Et je suis très heureux qu'ils soient tous ici en Israël et qu'ils soient tous unis, quelles que puissent être les différences de conception qu'ils ont gardé grosso modo tous la voie du judaïsme et cela me remplit de bonheur. Merci beaucoup, Jaco. Merci à vous.